On va en parler avec vous, Hélène Conway-Mouret. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste des Français de l'étranger. Vous êtes également secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Tout s'est enflammé en fait en quelques jours. Le président séquestré, la prise du pouvoir et puis maintenant ces manifestations devant l'ambassade de France. Comment on en est arrivé là ? Écoutez, d'abord, il est toujours plus simple de blâmer l'autre pour ce qui ne va pas chez soi, ça évite de se poser des questions. Là, ce que l'on voit, c'est finalement une accélération du calendrier, puisque aujourd'hui, il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO, et je pense que les putschistes craignent une intervention extérieure, et donc ont réussi à mobiliser une partie de l'opposition, l'opposition au président Bazoum, et faire en sorte que ce mouvement de foule donne une indication que le président qui n'a toujours pas démissionné, qui est toujours en place, soit délégitimé finalement par ceux qui l'ont élu. Donc je pense que c'est un signal qui est envoyé notamment aux instances internationales, puisqu'il faut savoir que toutes celles-ci ont condamné unanimement ce putsch et demandent la libération du président. Madame la sénatrice, le sujet il est extrêmement sérieux. Hier, il y avait un conseil de défense à l'Élysée qui était présidé par Emmanuel Macron parce que la France a des forces armées qui sont basées notamment au Niger. Comment est-ce que la France pourrait être impactée avec cette crise que traverse le pays ? D'abord, je pense que c'était une grave erreur de signaler qu'il y avait un conseil de défense. J'ai pris le temps de regarder sur les réseaux sociaux les réactions. Elles étaient absolument d'une violence extrême, en se demandant si c'était un coup d'État qui avait lieu à Paris ou à Niamey déjà. Mais il me semble que c'est protocolaire. Le conseil de défense doit être annoncé. Oui, bien sûr, certes, mais enfin, le problème, c'est que, si vous voulez, c'est lu, il faut savoir aussi, protocolaire pour nous, c'est peut-être nos règles, mais comment cela est lu et interprété à l'étranger par des gens dont c'est le pays et qui aujourd'hui se posent des questions. Donc voilà, ça a été fait. Moi, je vous dis simplement que la réaction, c'était une réaction d'ingérence de la part de la France et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même un paradoxe où on demande à la France de partir. On blâme la France pour tout et on en appelle à la Russie, enfin ceux-là même qui aujourd'hui manifestent, en appelle à la Russie de venir et remplacer la France. Donc si en effet le Niger devait se libérer de toute présence, on va dire, externe, alors pourquoi demander à la Russie de venir et de s'en prendre à la France? Moi, je suis très mobilisée depuis le début de ces annonces, parce que nous avons, au-delà des militaires français, et là aussi c'est quand même assez paradoxal, ceux-ci aujourd'hui sont sous commandement nigérien. Donc je pense que les putschistes devraient se demander si demain ils peuvent se passer en effet d'un appui extérieur, notamment français, mais pas que, pour sécuriser leur territoire. Je pense que s'il se posait cette question, il se dirait que quand même, il serait bon de pouvoir conserver encore pendant quelque temps l'appui des Français, entre autres, qui sont aujourd'hui engagés notamment dans la formation des militaires nigériens. Est-ce que le Niger peut se passer... Pardon, oui ? Je vous en prie. Oui, est-ce que le Niger peut se passer aujourd'hui des centaines de millions d'euros qui arrivent comme aide financière? Donc voilà, je pense que tout ça est fait dans la précipitation des putschistes qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient faire exactement pour leur pays et pour leur population, et s'occupent finalement d'une prise de pouvoir qui leur revient. Je me permets de vous citer le commandant des forces françaises au Sahel. C'était il y a quelques mois, le général Bruno Baratz disait « La position philosophique est différente de ce qui se faisait au Mali. Aujourd'hui, notre aide part d'abord du besoin du partenaire. » Aujourd'hui, on peut se poser la question sur cette envie, ce besoin de la part du Niger. Est-ce que nos troupes ont vocation à rester ? Alors, ça sera finalement au pouvoir nigérien d'en décider. Si la France a redéployé un certain nombre de ses personnels militaires sur le territoire nigérien, c'était bien parce que le président Bazoum leur avait donné l'autorisation de le faire et pensait qu'en effet, il pouvait venir en appui aux forces nigériennes.
qui aujourd'hui font un travail très correct, puisque le Niger est quand même beaucoup plus stable que ses voisins. Mais si demain le pouvoir devait changer, eh bien, ça sera au président d'en décider, à savoir si nous devons rester ou pas, mais certainement pas à la France de décider si, en dépit de l'invitation ou pas, nous restons, bien évidemment. Madame la sénatrice, juste cette information de dernière minute, puisqu'on a une réaction de la part du Quai d'Orsay qui communique: la France condamne toute violence contre les emprises diplomatiques, dont la sécurité relève de la responsabilité de l'État hôte. Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires. La crise, elle est grave. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que sénatrice et aussi spécialiste de ces questions-là, est-ce qu'il faut se faire du souci pour les Français qui sont au Niger? Est-ce qu'il faut qu'ils rentrent tout simplement en France? Alors écoutez, d'abord, la situation est très bien gérée par notre ambassade et notre ambassadeur sur place. Des consignes de sécurité ont été envoyées déjà aux Français pour qu'ils restent chez eux, qu'ils ne se trouvent pas au mauvais endroit au mauvais moment, dans la rue par exemple, s'il y a des émeutes et des manifestations. Et ça sera ensuite en réponse finalement à ce qui sera décidé par le gouvernement en place, si en effet le président Bazoum devait démissionner et être remplacé. Je crois qu'à ce moment-là, il y aura une évaluation très rapidement de la situation. Vous savez, nous avons des protocoles de sécurité qui sont malheureusement bien rodés aujourd'hui, et nous savons mettre en sécurité à la fois nos ressortissants et si besoin est, de les évacuer. Cela a été le cas déjà dans un certain nombre de pays, mais nous n'en sommes pas là. Moi, j'espère que la situation va s'apaiser. La CEDEAO se réunit d'urgence en ce moment, et nous verrons un petit peu ce que peut-être la pression à la fois des États africains également peut avoir comme conséquence positive sur une stabilisation de la situation là-bas. En tout cas, nous avons tous à espérer cela, et surtout pour le peuple nigérien qui a besoin de stabilité et de vivre en sécurité et correctement dans leur pays. Madame la sénatrice, on se pose aussi cette question forcément parce que depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années, il y a ce sentiment anti-français qui monte dans toute cette zone africaine. Est-ce qu'il y a un intérêt pour la France de rester sur place avec nos militaires pour, c'était le cas en tout cas, appuyer les militaires nigériens? Est-ce qu'aujourd'hui, la France a raison d'être sur place? Vous savez, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que est-ce que nous avons intérêt à continuer à lutter contre le terrorisme? Bien évidemment, parce que si celui-ci touche d'abord les populations locales qui sont terrorisées, qui sont rackettées, qui sont parfois massacrées, regardons ce qui se passe dans les pays voisins aujourd'hui, ça ne fait pas la une des journaux quand les villageois sont tous massacrés quelque part au Mali, au Burkina. Bon, donc oui, nous avons intérêt bien sûr à faire en sorte que nous luttons contre ce terrorisme c'est quand même invité également sur le territoire européen et le nôtre, il ne faut pas l'oublier, dès 2015. Bon, le temps a passé certes, mais la menace existe toujours. Donc cet intérêt-là, oui. Et puis la deuxième réponse serait que nous avons tout intérêt à ce que les populations de tous ces pays en Afrique de l'Ouest soient en capacité de pouvoir vivre chez elles correctement, avoir l'espoir d'une vie tout à fait décente en travaillant, et que cela ne peut pas avoir lieu quand le pays est en guerre civile, quand le pays subit des attaques terroristes de tout genre, et que nous avons des flux massifs de population, de déplacement d'un pays à l'autre. Pour rappel, le Niger a reçu en un an près de 3 millions de réfugiés des pays voisins. Cela a bien sûr un coût et une sorte de déstabilisation, si vous voulez, sur le plan économique, de pouvoir absorber une population qui arrive. Mais ces populations peuvent aussi aller ailleurs, et notamment, nous voyons une accélération très très importante des passages en Méditerranée de populations qui simplement sont forcées de fuir leur pays. Donc oui, nous avons une double raison de faire en sorte que nous offrons à ces populations
la possibilité, enfin que nous aidons ces populations à pouvoir vivre décemment chez elles. Parce ce qui fait peur dans cette région, et c'est l'objet aussi de la réunion aujourd'hui de la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est cet effet domino. Finalement, en 2 ans, on a eu des coups d'État qui se sont multipliés. Burkina Faso, Soudan, Guinée, Tchad, Mali, maintenant le Niger. Et ça, c'est très dangereux pour la zone. Ces pays sont très connectés entre eux. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, et cela vaut. Et je pense que aujourd'hui, il y a une grande inquiétude chez les chefs d'État qui sont démocratiquement élus dans l'ensemble de cette région et qui se disent que peut-être, en effet, dans leur pays, ils ne sont pas à l'abri. Finalement, d'une armée qui penserait répliquer ce qui a réussi ailleurs, parce qu'il faut quand même aussi savoir que ceux qui manifestent aujourd'hui ne sont pas des militaires devant l'ambassade de France à Niamey, ce sont des militants, notamment du mouvement M62, voilà, des opposants qui pensent que c'est l'opportunité pour eux peut-être de pouvoir revenir au pouvoir ou d'arriver au pouvoir grâce à ce putsch, à ceci près que les militaires qui saisissent le pouvoir généralement ne le laissent pas aussi facilement et aussi rapidement, d'où d'ailleurs la demande, vous avez vu sortir, que le pouvoir soit rendu sous 15 jours. Bon, vous avez vu qu'au Burkina, le pouvoir n'a toujours pas été rendu, même s'il y a un calendrier qui est mis en place pour qu'en effet des élections aient lieu. Mais alors, tous ces coups d'État ont des raisons différentes et sont perpétrés par des militaires finalement au profil très différent. Mais quand même, il y a un lien qui doit nous intéresser, et c'est que quand même beaucoup d'entre eux ont été formés en Russie. Voilà, ce qui crée des liens. Pendant très longtemps, et ça c'est une erreur, je pense que la France a faite depuis longtemps, de ne pas continuer à former les hauts gradés finalement en France, en offrant des places, notamment à l'école militaire, l'école de guerre. On a des auditeurs, bien évidemment, et que la Russie a investi, et que très naturellement, ceux qui ont fait leur formation militaire en Russie se retrouvent proche finalement d'un pouvoir aujourd'hui qui nous est pas forcément très amical. Merci infiniment Hélène Conway-Mouret. Merci Madame la sénatrice pour votre éclairage, vos explications. En tout cas, on y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions.